Avril 2022, Finistère, station biologique de Roscoff. Les protagonistes de cette aventure, Laure Bono-Ponticelli, biologiste spécialiste des céphalopodes et professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Anaëlle, élève de seconde au lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne. Et moi, Margot, journaliste. Laure va tenter de comprendre l'influence de la lumière sur les seiches. Nous revivons, à travers son récit, cette expérience passionnante. Plongeons avec les seiches. Allô ? Allô, Laure, Gaëtan à l'appareil. Je t'appelle, dis-moi, les marins sont rentrés là avec une douzaine de géniteurs, donc je pense que la manip va pouvoir commencer. Ah super. Alors, je fais ma valise et j'arrive. Attendez, on parle de quel animal là ? Ah, on parle d'un animal absolument merveilleux, la seiche. La seiche, c'est la cousine des pieuvres, des calmars. C'est un mollusque. Et c'est quoi la différence entre une seiche, une pieuvre, un calamar et un poulpe ? Pieuvre et poulpe, c'est la même chose. La seiche et le calmar sont des animaux qui sont plus allongés que la pieuvre et qui ont 8 bras et 2 tentacules qu'elles peuvent projeter pour capturer les proies. Alors que la pieuvre, elle n'a pas de tentacules, elle reste plutôt près du fond. Et on part où ? Pour les voir, c'est vrai ? On va où pour les voir, ces seiches ? Eh bien alors on va sur les côtes de la France, sur les côtes européennes. En fait, elles sont partout dans le monde, sauf sur les côtes américaines. Et elles viennent d'où exactement ces seiches que Gaëtan, qui vous a passé un coup de fil tout à l'heure, a reçues ? Ah oui, de Bretagne. En fait, moi je travaille sur les populations de Sepia officinalis, la seiche de Bretagne. Alors Gaëtan, on l'a peut-être pas dit, mais c'est le responsable du centre de ressources biologiques de la station de Roscoff. Et pour que ce soit clair, la station de Roscoff, c'est pas une station de ski. Ah non, c'est une station de biologie marine qui a fêté d'ailleurs ses 150 ans cette année. Ah oui, quand même, elle n'est pas toute jeune. Eh ben, on fait nos valises et on y va à cette station. On y va comment d'ailleurs ? Eh ben en train. 3 heures Paris-Morlaix, 3h30, je suis au bord de la mer avec mes seiches. On arrive à la station de Roscoff et là, c'est vraiment très beau. On a l'océan devant nous, le lieu est sublime, typiquement breton avec ces grosses pierres. Je vous avoue que je m'attendais pas à ça alors. Alors moi, c'est une grande histoire, la station biologique de Roscoff. Donc à chaque fois, quand j'arrive, je sens la mer, déjà, quand c'est la marée basse, parce qu'il y a quand même des grandes marées qui permettent de découvrir une surface de terre avec les rochers, le sable, et puis les bêtes qu'on suppose être sous les rochers. C'est absolument magnifique. Et on sent l'iode tout de suite. Ça dépayse. Ah, ça dépayse, oui. Mais vous allez en faire quoi de ces seiches ? Alors je vais les mettre, avec l'aide de Gaëtan bien sûr, je vais les mettre en expérimentation. C'est-à-dire que je vais faire plusieurs tests de lumière pour voir comment elles réagissent et au stade avant éclosion. C'est-à-dire on va essayer de voir chez les bébés comment la lumière influence le développement. Bon, on rentre dans cette station, moi j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. On arrive dans le petit jardin, qui est un jardin qui a toujours existé, qui fait partie des premiers endroits qui ont été faits à la station, parce qu'évidemment, après, il y a d'autres bâtiments qui ont été construits, donc c'est la partie ancienne de la station. Qui a 150 ans. Qui a 150 ans. Et on voit ces vieux bâtiments en granit, parce qu'on est en Bretagne, donc en granit gris, solide. Et on voit la partie de l'aquarium historique. En fait, c'est une espèce de salle immense dans laquelle il y a des supports en granit qui supportent des aquariums. Et c'est depuis toujours que c'est là que se font, en partie bien sûr, parce qu'il y a d'autres endroits, mais les expériences qui permettent de donner aux animaux qu'on met en expérience les meilleures conditions possibles de vie avec de l'eau de mer qui vient de la mer. Qu'on se rende compte, cet aquarium, il fait 20 mètres de long. Oui, plus que ça, je pense. Plus que ça, c'est vrai que c'est immense. Oui, c'est immense. Et t'as déjà vu des seiches d'ailleurs, Anaëlle, ou pas ? Non, jamais. Tu t'attends à quoi exactement ? Je sais pas. On va aller découvrir ça alors. Alors non, ce que l'on entend, c'est pas une cascade ni une rivière sauvage. Nous sommes bien dans le labo. Alors dans cette grande zone de l'aquarium historique, on a donc ces aquariums
qui sont des aquariums de 1 mètre sur 50 cm, qui sont sur des socles en granit encore. C'est très vintage. En Bretagne, ah oui, c'est très vintage. Alors les bacs, dans les bacs, on va trouver des oursins. On va trouver ce qu'on appelle des acidis, c'est-à-dire des animaux qui ressemblent à des petites poches avec 2 siphons comme ça, qui font 10 cm. Ça me parle pas du tout personnellement. Mais on va trouver des crabes, on va trouver des araignées de mer, on va trouver des crevettes, et puis on va trouver aussi des œufs de sèche qui auront été récoltés parce que les animaux se seront reproduits. Ça, on l'espère. Ça, c'est pas encore fait, on croise les doigts. En fait, c'est du Tinder en temps réel. Exactement. Et c'est ça qui est merveilleux et que finalement moi j'ai appris avec les différentes expériences, c'est qu'on met en présence des sèches dont on ne sait pas trop qui est le mâle de la femelle et puis on attend que les couples se forment. Et alors les sèches se kiffent. Et alors les sèches se kiffent. 4 jours plus tard, 2 couples se sont formés. C'est plutôt cool. Mais ils n'ont pas tous été capables de se reproduire. Eh bien non, on a attendu, parce que ça peut prendre un petit peu de temps avant que les bêtes se décident à s'accoupler et à faire des enfants. Et on va pas forcer les choses quand même. Oui, bah non, c'est ça. Et donc on a attendu et finalement on n'a pas eu d'autres productions d'œufs. Et donc, à la mort des animaux, on verra. Oui, parce qu'on l'a pas dit, parce que c'est vrai que les femelles, après la ponte, meurent. Mais les mâles aussi. Eh bien, je ne le savais pas. Les mâles aussi meurent. Et les mâles aussi meurent. Pourquoi seulement les femelles mourraient ? Parce qu'elles ont eu du mal à donner des œufs, etc. Mais non. Les deux meurent. Mais les 2 meurent, c'est-à-dire que... Et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas du tout. Tragique. C'est tragique, parce qu'ils n'ont qu'une chance de se reproduire. Alors, on n'a toujours pas élucidé pourquoi il n'y avait eu qu'un seul couple qui avait réussi à se reproduire. Probablement, et c'est ce qui s'était passé l'année précédente, quand les bêtes meurent, on s'aperçoit que ce sont des mâles. Ah, c'était deux potes, en fait, qui étaient ensemble et ça n'a rien donné. Et voilà, c'est-à-dire qu'on s'est trouvé en situation de 2 animaux qui se sont dit « Ah, mais quand on est 2, on nous prend et on nous laisse tranquille dans un petit bac. Donc, on va faire copain-copain et comme ça, on aura la paix. » Et là, ça y est, l'expérience peut commencer. Eh oui, l'expérience peut commencer. Maintenant qu'on a des œufs, il va falloir évaluer le nombre d'œufs qu'on a. Donc avant même de tester la lumière, on va devoir compter les œufs, c'est ça ? On va devoir compter les œufs. Parce que là, il nous faut 1200 œufs. Ah oui, pas mal. Bon, allez, on va vous donner un coup de main. Ça consiste en quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Faut les compter, faut les prendre, faut les manipuler. On fait quoi ? Alors, quand on voit les œufs qui ont été déposés sur des fausses algues, Gaëtan a construit un système avec des espèces de grosses cordes en plastique et puis les bêtes ont accroché leurs œufs dessus. Ça ressemble un peu à des petites grappes de raisin. Voilà, noir, exactement. Les œufs sont noirs et les œufs sont disposés en amas autour de ces petites cordes. Donc on les détache délicatement à la main. C'est pas risqué de les manipuler ? Non, parce qu'en fait, à ce stade-là, comme ils viennent juste d'être pondus, c'est pas encore vraiment un embryon. On est au tout début du développement, et puis l'œuf, il est tellement souple, et puis il y a du liquide à l'intérieur, qui fait que normalement, ils ne sentent rien du tout. Et puis, on les détache très délicatement aussi avec nos mains. « 1181. Vous avez dit combien alors Eh bien, 1200. Après, si on n'en a que 1185, on s'arrangera. Ok, donc ça y est, là, on les a tous mis dans leur petit panier. L'expérimentation peut commencer ? L'expérimentation peut commencer. On en a mis 200 par panier. Enfin, du coup, on en a mis 188 par panier. Pas mal. Pas mal. Et puis, l'expérimentation peut commencer. Qu'est-ce qu'on va faire exactement ? Eh bien, d'abord, on va attendre. On va attendre qu'ils grossissent. Mais on va leur mettre des lumières particulières pour voir si le développement se passe de la même manière en fonction de lumières différentes. Que ce soit des LED,
des tubes. Vous savez, les tubes néons là qu'on voit dans les couloirs en général des collèges ou des lycées. Des lumières très agréables. À la cantine, voilà, des lumières un petit peu violentes. Et on va essayer de voir si l'intensité lumineuse et s'il y a une différence entre les LED et les tubes tout au cours du développement, parce que l'œuf va grossir, la capsule qui était noire va finalement s'amincir, comme un ballon qu'on gonfle. Vous voyez, quand on gonfle un ballon, finalement, on a une structure qui est plus transparente qu'au départ. Ça veut dire que la lumière rentre dedans. Et donc, on va essayer de voir quel type de lumière est la plus favorable pour nos bêtes. Bon, en attendant le 25e jour, je te propose qu'on aille faire un tour, Anaëlle. Est-ce que tu connais le Finistère un peu ? Alors là, pas du tout. Eh bien, très bien, il y a plein de belles choses à voir. Alors, le Finistère, c'était chouette. Ah, j'ai kiffé. Ah, les meilleures galettes, non, meilleures crêpes au blé noir de ma vie. C'est galette. Ah non, Finistère, c'est crêpes. Alors là, j'ai une grande discussion avec des Bretons, avec des gens originaires de Bretagne. Moi, quand je dis crêpes, je me fais rabrouer. Sauf qu'à Brest, une fois, avec des vrais Bretons, j'ai dit je voudrais une crêpe. Ah non, pardon, une galette. Ils m'ont dit bah non, on dit crêpe. Bon, donc en fait, je pense qu'on peut dire des crêpes gales. Ouais, c'est pas mal ça. Ou des gales crêpes. Ouais. Bon, c'est pas le tout, mais là, ça y est, les 25 jours sont passés. Les œufs peuvent désormais être encore plus exposés à différentes luminosités. Et au stade 25, qui est primordial pour les embryons et donc votre expérimentation. Oui, c'est primordial parce que c'est le stade à partir duquel les bêtes commencent à détecter la lumière. Les embryons peuvent voir ? Et oui, c'est-à-dire qu'ils voient la lumière extérieure du fait que la capsule noire va s'étirer et que la lumière va rentrer. Donc ils ont déjà la capacité de voir. Laure, c'est quoi juste ces minuscules ciseaux et la loupe là sur la table, c'est pour quoi faire ? Ah, alors, ça c'est parce que quand on va fixer les embryons, on va ouvrir la capsule. Donc on ouvre la capsule avec des petits ciseaux. On prend délicatement notre petit embryon qu'on met sur de la glace pour qu'il s'endorme gentiment. C'est-à-dire qu'on fait une anesthésie par le froid pour pas que la bête souffre. Parce que si elle voit la lumière déjà au stade 25, il est possible qu'elle soit aussi en mesure de ressentir du stress. Et donc de la douleur. Et donc de la douleur. Vous les tuez ? Alors oui, on les tue, c'est-à-dire que les embryons sont fixés lorsqu'ils sont tout juste morts après avoir été endormis par le froid jusqu'à la mort. Alors pourquoi ces dissections ça... Qu'est-ce que vous voulez apprendre ? Qu'est-ce que vous disséquez ? Parce que c'est minuscule déjà, Alors, c'est pas facile quand même. Ça c'est minuscule, on est obligé de les disséquer sous la loupe. Ça fait quoi, 1 cm ? 1 cm et demi ? Ça fait même pas 1 cm. Au stade 25-26, le moment où on commence à les disséquer, c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas les disséquer avant parce que c'est trop petit. La bête, elle fait 2-3 mm. C'est de la microdissection. C'est de la microdissection. Alors, ce qu'on prend comme organe, c'est le cerveau, les lobes optiques, c'est-à-dire des gros lobes nerveux qui sont capables de transmettre de l'information nerveuse jusqu'au cerveau. Donc c'est derrière les yeux ? C'est à côté des yeux, c'est-à-dire et les yeux. Voilà, c'est-à-dire qu'on a les yeux et quand on va vers le cerveau, on a les yeux, les lobes optiques et le cerveau au milieu. Et puis on prend de la peau aussi. Que vous apprennent cette dissection ? Alors, à partir des organes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire des acides nucléiques, c'est-à-dire de l'ARN. En fait, nous, ce qu'on étudie, c'est... Alors l'ARN, il faut peut-être le préciser, c'est des molécules qui détiennent des informations sur les gènes. Voilà, c'est des molécules qui détiennent des informations sur les gènes et qui vont être à l'origine des protéines. À quel résultat vous attendez à la fin de l'étude ? Ah, alors, on peut émettre des hypothèses. C'est-à-dire que nous, nos hypothèses, ça va être que la quantité de lumière, quand elle est trop importante, elle peut être néfaste pour l'organisme. Pourquoi elle peut être néfaste ? Parce que ça va accélérer en quelque sorte son développement alors qu'il n'est pas prêt. Et ce qui fait qu'à l'éclosion, s'il y a trop de lumière, l'animal peut être en fait pas complètement prêt pour les actes de prédation, de capture des proies, etc. Ça avait déjà été montré. Mais nous, ce qu'on veut voir, c'est au niveau moléculaire, qu'est-ce qui se passe ?
Alors en attendant l'éclosion, on retourne à Paris, histoire qu'on les laisse un peu tranquilles. Sauf que là on trépigne un petit peu, parce que c'est comme un accouchement, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, c'est le jour le plus important de notre vie, mais on ne sait pas quand est-ce que c'est. Là c'est un peu pareil, on n'a pas la date. Voilà, on n'a pas la date parce que c'est la biologie. On n'est pas dans des mathématiques. À 1 semaine ou 2 semaines près, on ne sait pas quand nos bêtes vont éclore. Pour le planning, c'est pas simple. Alors, pour le planning, on va dire au chef, alors désolé, par contre, là, je sais pas quand est-ce que je serai dispo. Oui, alors ça, c'est le problème, c'est surtout administratif. C'est-à-dire, ah là là, il faut que je fasse mon ordre de mission, mais je le fais pour dans 2 jours. L'ordre de mission, donc c'est... L'ordre de mission, c'est le papier administratif qui nous permet de partir en mission et de pouvoir avoir une sorte d'assurance de notre institution, d'être couvert s'il y a un accident, etc. Et c'est pareil, faire un ordre de mission alors qu'on a prévu plein de choses dans la semaine, mais il faut tout annuler, il faut tout chambouler, et c'est donc les embryons qui commandent. Finalement, on est un petit peu impatiente quand même, donc on va y retourner à la station de Roscoff et on va faire un déclenchement. Là, ils sont devant nous. Comment ça va se passer? Comment on déclenche une éclosion? Est-ce qu'on peut vous aider, Laure? Alors, ce qu'il faut faire, c'est déjà mettre des gants, parce qu'il ne faut pas non plus pourrir les œufs avec nos sales mains pleines de bactéries humaines dégoûtantes. Et puis, on va mettre nos mains dans les petits œufs, et puis on va agiter. Et en agitant, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on mime la marée. C'est une agitation mécanique qui correspond à peu près à ce qui peut se passer en milieu naturel. Donc là, on agite et pof, on en a une première qui sort de l'œuf. Et là, tout d'un coup, elle se retrouve dans un environnement avec de l'eau de mer directement, avec des sensations qui lui arrivent en termes de lumière, en termes de bruit, en termes de mouvement, parce que nous, même si on essaie de pas trop bouger, voilà. Donc ça la stresse un peu et elle est capable de changer de couleur rapidement. Donc en fait, dès l'éclosion, elle va commencer à faire des petits flashs lumineux au niveau de son corps, parce que ça la stresse un petit peu quand même. Et puis très vite, elle va essayer de trouver un environnement où elle peut se cacher. Après leur éclosion, qu'est-ce qui va leur arriver à ces sèches? Alors après l'éclosion, on va les laisser dans la structure expérimentale parce qu'on a besoin de savoir aussi de quelle manière la lumière va influencer le comportement de ces juvéniles. Et on va les garder jusqu'à 2 mois à peu près. On les garde pas plus longtemps parce que déjà ils grossissent et après c'est compliqué aussi de trouver de la nourriture tous les jours. Ça monopolise beaucoup Gaëtan et son équipe parce qu'elles mangent mine de rien les cocottes. Donc 2 fois leur poids, c'est ça? Alors oui, quelque chose comme ça, mais voilà, donc il faut aller sur le terrain, leur donner des proies vivantes, tout ça. Donc c'est quand même assez contraignant. Donc on les garde jusqu'à 2 mois. Et puis après, il faudra forcément les sacrifier parce qu'on n'a pas le droit de remettre des bêtes qui ont été en aquarium, on n'a pas le droit de les remettre en milieu naturel. Cela dit, il y a beaucoup de poissons à nourrir dans la station aussi qui peuvent bénéficier de cette nourriture de choix. Est-ce qu'on a une idée de l'impact de la lumière sur les sèches et leurs œufs? Alors, celles qui étaient en haute lumière, elles ont eu un temps de développement qui était beaucoup plus court. Et donc un risque de prématuré. Exactement. Elles ont éclos beaucoup plus rapidement. C'est quoi le rapport avec le réchauffement climatique? Alors, il y a plutôt un rapport avec le changement global, parce que l'impact de l'augmentation des températures n'a pas encore été très étudié chez les céphalopodes. Nous, ce qu'on regarde, c'est quels sont les effets des activités humaines. Et en particulier les activités humaines, en particulier au niveau portuaire, par exemple, sur les côtes, où il y a énormément de lumière, et de lumière la nuit, pourraient perturber ces organismes, qui sont des organismes nocturnes. Et s'ils ont un signal lumineux à la fois le jour, à la fois la nuit, parce que ce sont des bêtes qui sont au niveau côtière, donc ils perçoivent finalement la lumière, ça pourrait les perturber. Et particulièrement les œufs qui sont fixés, eux, dans la zone de balancement des marées, donc près des côtes. Donc finalement, la pollution lumineuse pourrait avoir un impact sur le développement des sèches. Tout à fait. Ça vous dit qu'on continue cette discussion autour d'un bon dîner? Parce que perso, je meurs de faim. Vous connaissez un bon resto à Roscoff ou pas? Forcément les crêperies.
les crêperies, mais bon, il y en a plusieurs d'excellentes. Est-ce que vous mangez de la sèche, là? Ah oui, je mange de la sèche depuis que je travaille dessus. C'est pas vrai. Si, parce que quand j'ai vu pour la première fois ces magnifiques embryons éclos sous la loupe, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est beau! Ça doit être bon aussi. Et de fait, c'est bon aussi. Vous blaguez, c'est pas vrai. Non, mais je ne blague pas du tout. Cela dit, il ne faut manger de la sèche et du poisson que issus d'une pêche durable et équitable. C'est possible pour la sèche, une pêche durable? Parce que c'est vrai que c'est quand même plus compliqué. Alors, c'est plus compliqué parce qu'en fait, c'est surpêché. Il n'y a pas de quota de pêche pour les céphalopodes, donc c'est très compliqué. Cela dit, il y a des bateaux qui, au lieu de pêcher au chalut, pêchent toujours au casier et dans la limite des ressources du secteur. Alors, c'est pas pour la sèche, mais j'avais lu pour les pieuvres qu'en Europe, c'est 130 000 tonnes de pieuvres qui sont mangées chaque année. Oui. C'est énorme. C'est énorme. Elle vous vient d'où cette passion pour les sèches? Alors elle me vient, c'était une passion pour les mollusques en fait. En 5e, j'ai disséqué une moule. Et à partir de ce moment-là, je suis tombée amoureuse des mollusques. Et donc, je me suis dit, je vais travailler sur des animaux marins. Moi, j'ai 15 ans. À mon âge, c'était quoi votre rêve? Alors, mon premier rêve, c'était de faire du théâtre. Ah oui. Oui, je voulais faire du théâtre et c'est un rêve que j'ai pas fait aboutir complètement en tout cas, voilà. Aujourd'hui, c'est quoi? Alors aujourd'hui, j'ai presque abouti parce que les céphalopodes, donc les pieuvres, les sèches, les calmars, étaient assez mal aimés jusqu'à maintenant. Et là, depuis quelques années, je suis de plus en plus sollicitée pour en faire la promotion. Et le jour où on ne verra plus à la télé ou dans les journaux des représentations de pieuvres immondes comme la vilaine sorcière dans La Petite Sirène ou l'immonde pieuvre dans Spider-Man, eh ben, je pense que j'aurais gagné. Plongeons avec les sèches, un épisode avec Lorbono Ponticelli, biologiste spécialiste des céphalopodes et professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Un podcast produit et réalisé par René Prod en partenariat avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, la Fondation de la mer, Gobelin, l'école de l'image, et pour cet épisode, le lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, un lycée public engagé dans l'éducation et le développement durable.